Dieu me patafiole, je n'avais jamais vu la VF, je suis désolé, j'ai mis les extraits en VO. Louise Buñuel rencontre HP Lovecraft, dédicace à qui elle sait, Sam Neill dans le rôle de Philippe Marlowe, des touches de Howard Hawks, le héros qui se tire le lobe de l'oreille, sa façon de fumer sans arrêt, un film d'horreur adulte, c'est le moins que l'on puisse dire, un cousin éloigné le Prince des Ténèbres, mais avec davantage d'humour. J'enchaîne sur le remake du Village des damnés, au moins je peux payer ma nouvelle piscine. C'est ce que déclare donc John Carpenter après l'entre de la folie, lors des nombreuses interviews qu'il va donner. Not the Carpenters too. 13e film pour le cinéma, un chiffre quand même pour les superstitieux très important. Carpenter décide de mettre un énorme coup de pied au fion au genre qu'il affectionne. Pour lui, le cinéma fantastique est en train de crever. Entre son Homme invisible qui fut un retentissant échec au box-office et ce film, Carpenter est allé faire un tour du côté de la télévision pour réaliser Body Bags, un film à sketch dont j'ai parlé. Il a vu le Dracula de Francis Ford Coppola, dont il avait pendant un temps été pressenti pour le réaliser. Et contrairement à moi et beaucoup, il n'y trouve rien de nouveau, assez étonnamment. Quelques plans à sauver pour lui qui sont superbes, mais c'est tout. Il a besoin de montrer que le cinéma fantastique n'est pas mort et que l'on peut encore foutre la trouille aux gens si l'on a une bonne idée et un peu de talent, contrairement au Boogeyman façon Freddy qui lâche plus de blagues que de meurtres. Publishing house? Yeah, it's my biggest account. They just filed a claim. It cost me millions. Dès les premiers jours de tournage en Ontario au Canada et pas mal à Toronto en août 1993, les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Ce serait le 2001 du film d'épouvante, le film définitif sur le genre. Le dernier épisode d'une trilogie de l'apocalypse amorcée avec The Thing et Prince des Ténèbres. Sutter Kane. Des films sombres, sans happy end, avec un budget étriqué, là ici 8 millions de dollars, mais du pur Carpenter, où paranoïa, western, et où l'humain est en terrain ennemi, remplissent le film et où le réalisateur nous fout une belle trouille sans jamais répondre à aucune question qu'il met pendant le film, nous laissant au bord de la folie. Au départ, se trouve un jeune homme de 28 ans, un Michael De Luca, qui avait entre autres signé l'histoire du 6e Freddy et qui avait un poste important à la New Line, un responsable de production. De Luca va finir le script et ce dernier va passer de main en main, dont celle de Mary Lambert, qui sortait juste du succès de Cimetière, Pet Sematary, d'après Stephen King, jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains expertes de Big John, mais qui refusera de le réaliser 2 fois. Pour lui, l'écrivain Sutter Kane est le Lovecraft des années 90. Beaucoup de private jokes sont d'ailleurs insérés dans le film pour rendre hommage à l'écrivain. Le nom de la vieille dame de l'hôtel, par exemple, est le même que celui dans le roman Le Pixman Motel. Le but du film est donc bien sûr l'expérience surréaliste qu'est la folie, plongée dans un univers construit de toutes pièces qui matérialise nos pires cauchemars. Et le film en est un absolu, du début à la fin. Tous les thèmes chers aux réalisateurs sont donc bien sûr présents dans ce film. Le mal absolu, donc, comme je le disais, la paranoïa, la réalité qui bascule dans les réels, pour nous faire poser des questions sur nos peurs les plus invincibles, nos angoisses les plus profondes. Bien que le réalisateur lui-même ne se considère que comme un artisan lors des interviews et n'avoue qu'à moitié les intentions philosophiques ou métaphysiques que l'on donne à ses films. Construit dans son montage en 3, 2, 1, la fin
le début, le milieu et on retourne à la fin, comme l'était par exemple l'invasion des profanateurs, un Carpenter essaie de se réinventer dans un monde qui artistiquement l'emmerde au plus haut point et comme il le dit lui-même à l'époque, pensez-vous vraiment que les gens sont excités à l'idée d'aller voir le film Les Pierres à Feu? Les gens ne font pas la queue pour être surpris. Disney a envahi le monde, je vous rappelle que nous sommes en 1995 et Hollywood ne prend plus de risques. Les gens ne jurent que par Jurassic Park, mais avant ce film, ça s'appelait King Kong Jurassic Park et les spectateurs plutôt conservateurs se ruent en masse voir la même chose encore et encore. Hobbs End, la ville donc où Sutter Kane s'est réfugié, et donc cette limite de cette folie, c'était le nom de la station londonienne dans le très grand film Quatermass and the Pit, les monstres de l'espace, de Roy Ward Baker pour la Hammer, dernier film du grand héros Quatermass de la Hammer, l'endroit d'où toutes les peurs, les angoisses et les folies meurtrières s'échappent pour se déverser sur notre monde. Le temps n'existe plus et les quelques heures que l'on va passer dans cette ville vont être équivalentes à plusieurs semaines dans la normalité. Carpenter s'amuse d'ailleurs beaucoup avec le spectateur en faisant faire à son personnage principal les mêmes actions mais vues sous des angles différents. John Trent n'est qu'une poupée manipulée par Sutter Kane qui est devenu Dieu. You are what I write. Like this town. It wasn't here before I wrote it. Sa réalité est écrite dans un livre et il n'a aucun choix de vie. Le personnage interprété par Julie Carmen est complètement identique, si ce n'est qu'elle disparaît complètement puisque l'écrivain a décidé qu'elle n'existait plus. Le cinéaste donc va déranger et va nous perdre dans un labyrinthe temporel qui n'a de cesse de nous rendre perplexes, tant la vision de ces scènes en devient des plus perturbantes, voire même effrayantes. L'aboutissement en étant bien sûr la fin, puisque le spectateur se retrouve avec un film dans le film. You hear me? I'm not insane! L'antre de la folie divise pourtant, comme souvent chez le réalisateur, un pari gagné ou perdant, et beaucoup s'acharnent à le descendre en flammes, quand d'autres, comme votre serviteur, lui vouent un culte sans objectivité ou presque. Le film, il est vrai, pioche à gauche, pioche à droite, et si l'on est un grand lecteur de livres comme ceux de Graham Masterton par exemple ou de Lovecraft, on peut se retrouver déçu de cette histoire à tiroir, pas totalement inédite, mais que la narration et l'image décuplent en plaisir non caché, surprenant et réellement angoissant. Film dans le film, la narration plus qu'exemplaire, le film n'est que retenu sans jamais nous en mettre plein la gueule et laisse un paquet de spectateurs pantois avec une histoire en forme de puzzle terrifiant et aux images qui restent. When people begin to lose their ability to know the difference between fantasy and reality. La fiction des livres de Sutter Kane va lentement contaminer la réalité et l'humanité de John Trent dans un cauchemar circulaire où il va revivre plusieurs fois toutes les mêmes scènes à l'image du vélo renversé et de sa roue qui tourne. Et Carpenter va nous prédisposer tranquillement à nous questionner nous-mêmes sur notre amour du fantastique, du comment il nous affecte, nous envahit et nous transporte. All the major cities on the East Coast are silent. We lost contact with Los Angeles and the West Coast last night. Le final du film sera créé par John Carpenter, le budget ne permettant pas de réaliser ce qu'avait écrit le scénariste, mais elle reste quand même fidèle à l'histoire puisque le producteur de Lucas, qui est aussi le scénariste, l'a laissé passer. Sa fin était plus proche de ce que l'on avait vu sur un film comme L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne. Carpenter préfère la sienne, sachant qu'elle déplaira à une partie du public. C'est ce qu'on appelle prendre un putain de risque. Take shelter immediately. Do not trust any friends or family members. I repeat, do not trust friends. Lorsque John Trent va voir L'Antre de la Folie au cinéma, l'affiche fictive qui est présente à l'entrée de celui-ci présente l'équipe du film avec un beau New Line Cinema présente un film de John Carpenter, sauf que les trois acteurs principaux sont remplacés par leurs personnages. Lors du générique de fin, après le message habituel indiquant qu'aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage, on peut lire « L'interaction humaine a été contrôlée par l'association psychiatrique interplanétaire. Le nombre de morts étant élevé, les pertes humaines sont lourdes. »
Les noms du générique de fin sont en bleu, couleur utilisée dans le film par Sutter Kane, c'est sa couleur préférée. Did I ever tell you my favorite color was blue? Pour indiquer son contrôle sur le monde, indiquant que ses pouvoirs dépassent le film, l'histoire et qui sait, peut-être même notre propre réalité. Il est évident qu'avec ce film, John Carpenter est devenu ce héros fatigué qu'il a si bien su mettre en scène dans New York 1997. Carpenter est devenu Snake Plissken, un héros fatigué de ses multiples guerres contre le système, mais qui continue à combattre et même à montrer une énergie débordante, surtout dans ce film. Oh, wait. Oh, look, I'm sorry about the balls. It was a lucky shot, that's all. D'autres cinéastes auraient craqué avant depuis belle lurette et se seraient enfoncés dans le système des majors. Carpenter, lui, continue son chemin et se définit maintenant comme un simple artisan. Son but, faire du jamais vu. C'est comme ça, il ne peut pas s'en empêcher. Il filme avec une intelligence remarquable de bout en bout, mais reste de marbre par rapport à son œuvre. Dans les multiples interviews qu'il a subies au sujet de l'antre de la folie, il ne donnera jamais l'impression de savoir combien son film est abouti. Il a fait son métier comme un cordonnier répare une chaussure, et si cette chaussure devient un chef-d'œuvre, pour lui, elle ne sert qu'à marcher. What about the people who don't read? There's a movie. C'est cette poésie de son métier qui est touchant chez John Carpenter. Il reste lui-même jusqu'au bout, obsédé qu'il est de toujours faire de son mieux dans son domaine de prédilection. Carpenter l'a dit et l'a redit encore sur l'antre de la folie, les effets spéciaux servent le film, mais ne font absolument pas le film. Il préfère suggérer que montrer. Pour cela, il va faire appel à la société de maquillage KNB, avec qui il avait déjà travaillé lors du tournage de Body Bags, et bien sûr à ILM, Industrial Light and Magic, pour les effets visuels. Pour KNB, le travail fut assez éprouvant, car il n'était que 5 pour maquiller plus de 60 personnes. Les horaires allaient de 16h30 à 10h le lendemain pendant une semaine. Il devait maquiller toute la ville de Hobbs End, dont la fameuse Manaping Man, sortie directement de l'univers de Lovecraft avec ses tentacules et sa hache. Son apparition reste une des images les plus chocs du film. Le trucage fut réalisé à partir d'une poupée articulée, les plans de l'actrice maquillée ne fonctionnant pas, et c'est Michel Tursek qui s'occupa du T-Rex dans le Jurassic Park de Steven Spielberg qui va sculpter la marionnette. KNB s'est attaché à créer ce qu'ils appellent le mur aux monstres, un amas de créatures plus étranges les unes que les autres qui poursuivent le pauvre John Trett dans le couloir qui doit le ramener à la réalité. Ce couloir étant la bouche de la folie, le challenge de ne pas refaire la créature de The Thing, ce qui était de toute façon infaisable, et le travail fut considérable en rapport à ce que l'on voit à l'écran. Quelques secondes seulement d'apparition avec comme seule recommandation de réalisateur « Faites-moi des monstres ». Ils vont créer de toutes pièces les maquillages des villageois aux créatures les plus folles et même les couvertures des livres de Sutter Kane. La petite fille de 8 ans au visage déformé et absolument dégueulasse fut celui qui inspira le plus de dégoût à ses créateurs, d'autant plus que la fillette trouvait cela absolument génial et s'amusait à faire peur à toute l'équipe du tournage. You're my mommy. Know what today is? Today is mommy's day. Pour Greg Nicotero, c'est un hommage au maquilleur Dick Smith pour son travail sur l'exorciste de William Friedkin. Credit card or something? Oh, city folk. Industrial Light and Magic va donc s'occuper des effets visuels sous la supervision de Bruce Nicholson et vont être très discrets dans le film. Nous noterons le formidable passage avec le tableau accroché dans l'hôtel qui n'arrête pas de changer, qui bouge même, la scène où la voiture qui roule sur les nuages quand la route a disparu, absolument magnifique. Et bien sûr le fabuleux et fameux passage où Kane arrache carrément sa peau comme un livre et qui donne une ouverture sur le monde de la folie et des monstres.
Le décor de l'hôpital se situera au bord du lac Ontario. Il a déjà été utilisé sur énormément de séries, dont The Pretender, le caméléon. Il s'agissait du centre dans la série. Le film a été tourné donc à Toronto en grande partie, un seul décor capable de ressembler à la fois à New York et à la Nouvelle-Orléans. Gary Bekibé revient à la photographie, ici lumineuse, avec un superbe jeu sur les noirs et sur les ombres. Et Edward A. Warshilka, c'est difficile à dire, au montage chez Big John, tous les deux depuis Jack Burton. Le montage se fera avec John Carpenter, comme il le dit, jusqu'à l'épuisement. Il utilisera même des ralentis, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Il déteste ça, Big John. Et au montage, il l'avoue lui-même, ça sauvera le film, puisque certains plans, il les trouvait lui-même ratés. Alors bien sûr, je ne saurais trop vous conseiller, pour ceux qui sont fans de ce film, de lire bien sûr l'œuvre de H.P. Lovecraft, dont l'intégrale est éditée sous différentes versions. Malgré ses presque 8 millions de budget, ce qui n'est quand même pas énorme, le film sera encore une fois un échec au box-office américain avec seulement 8 millions et 900 000 $. Qu'est-ce que vous voulez foutre avec 900 000 $? Ça paie même pas la pub. Et va ne réaliser que 182 000 entrées et des poussières en France. Un non-succès. You delivered that manuscript to me months ago. To me personally, in this room. La critique élitiste française, hors bien sûr les spécialistes du genre, réhabiliteront comme d'habitude le film une fois que ce sera trop tard. Carpenter, comme d'habitude, s'est entouré d'acteurs de premier choix, et tout d'abord, bien sûr, l'acteur Sam Neill, qui avait joué dans son précédent film, Les Aventures d'un homme invisible. Les deux hommes s'étaient promis de travailler ensemble une seconde fois. Il venait de passer, lui, une grande année cinématographique, puisqu'il avait joué dans un énorme succès public, Jurassic Park, bien sûr, et La leçon de piano de Jeanne Campion. Sam Neill est un grand fan des Beach Boys, dont il n'a pas arrêté de parler pendant tout le tournage. Il fut très légèrement blessé dans la scène de l'asile de fous quand la glace se brise derrière lui. This is a rotten way to end it. This is not the ending. You haven't read it yet. Carpenter tenait absolument à ce que ce personnage ressemble à Philippe Marlowe des temps modernes. C'est pour ça que John Trent se touche le lobe de l'oreille de temps en temps ou fume constamment. Le personnage, au départ, très cynique, va sombrer lentement dans un monde qu'il ne comprend pas, qu'il ne comprend plus, et finir par regarder le film de sa vie. Ce héros est l'inverse bien sûr des personnages habituels du réalisateur, ici plongé dans l'inconnu, sans repère ni capacité à réagir autrement que par le doute d'abord, puis la peur, jusqu'à être envahi par la folie. Julie Carmen a été reconnue dans un petit rôle dans le Gloria de John Cassavetes. Elle a travaillé bien sûr avec Robert Redford dans Milagro, mais est surtout connue par les fans du fantastique pour avoir interprété la reine vampire dans Fright Night 2, Vampire vous avez dit, Vampire 2, dont je vous avais parlé. Elle a une forte filmographie télévisuelle et c'est pour cela que John l'a choisie. Why wouldn't I remember her? Well, that's easy. She was written out. Elle devient finalement dans le film une illusion, gommée carrément par Sutter Kane, que même le personnage de Charlton Heston ne connaît plus alors qu'il l'a envoyé avec John Trent. Did you think my agent attacked you by accident? He read about you in there. Jürgen Prochnow est un acteur d'origine allemande. Il obtient le prix du meilleur acteur en 1981 pour son rôle du commandant du sous-marin dans le Das Boot, le bateau de Wolfgang Petersen. Aux États-Unis, il va jouer dans le formidable et très beau The Keep, la forteresse noire de Michael Mann dont j'avais parlé, Le flic de Beverly Hills 2 de Tony Scott, la 7e prophétie de Karl Schulze apparaît dans Twin Peaks, le film de David Lynch tiré de la série. I'm not a piece of fiction. I think therefore you are.
Il ne va apparaître finalement que peu, tel un dieu chez Lovecraft, et ne tournera que 10 jours avant la fin des prises de vue. L'acteur trouve qu'il est ici comme le méchant du film Le Troisième Homme, méchant dont tout le monde parle pendant tout le film, mais que l'on ne voit au final que dans les 10 dernières minutes, et surtout dont on se rappelle par l'interprétation sublime d'Orson Welles. My name is Dr. Wren, and I'm going to try and get you out of here. C'est toujours un plaisir d'avoir David Warner dans un film, même si ici il joue un psychiatre et n'est là qu'un petit peu au début et un petit peu à la fin du film, en tout et pour tout 5 minutes. Il est habitué au rôle de méchant, ici ce n'est pas le cas. Il a joué dans Straw Dog, les chiens de paille de Sam Peckinpah, trône bien sûr de Seven Lys Berger, Time After Time, C'était demain dont je avais parlé de Nicolas Meyer où il jouait Jacques l'Éventreur, et il a joué bien sûr dans la mini-série de Carpenter Body Bags où il essaie de vendre des cheveux extraterrestres. Jackson Harglow, Mr. Trent, I'm pleased to meet you. It's a pleasure. Alors on ne présente plus Charlton Heston qui faisait ici son comeback avec la même année le True Lies de James Cameron où il interprétait un sosie du Nick Fury, le héros de Marvel, agent du Shield. Pourtant à l'époque un homme est souvent assimilé à la NRA et considéré comme très à droite politiquement parlant. Carpenter lui va le trouver charmant sur le tournage, apprécie qu'Heston se soit adressé au Congrès pour continuer à financer la Fondation nationale pour les arts. Pour Carpenter, Heston est considéré comme un idéologue expéditif, ce qui n'est pas le cas pour lui. John Glover a joué lui au cinéma et à la télévision, Soleil de nuit de Taylor Hackford, Gremlins 2 de Joe Dante, et à la télé c'est Numbers, New York Section criminelle et bien sûr Papa Luthor dans Smallville. Il joue ici le directeur de l'hôpital psychiatrique, toujours à moitié barré avec ses petits sourires. C'est vraiment des rôles qu'il affectionne, il est toujours à peu près sur le même niveau d'acting et il est vraiment très très bien. Johnny's sister, she did me after she did her mom. You're alone. Wilhelm von Humberg est un acteur et boxeur allemand que l'on avait remarqué en Vigo des Carpates dans SOS Phantom 2 en 1989 et aussi bien sûr un des terroristes de Piège de Cristal en 1988. Il a eu un destin tragique comme j'en parle dans la vidéo de Piège de Cristal et joue ici un des villageois, un des seuls qui a l'air d'être encore dans la réalité mais dont le destin très funeste va choquer John Trent à en vomir. Hush. Frances Bay est une actrice canadienne aux apparitions multiples et au regard complètement halluciné. David Lynch va l'utiliser de la meilleure des manières dans son Blue Velvet, Sailor et Lula et surtout Twin Peaks, Feu marche avec moi, le film. Son personnage est un des plus fascinants de l'antre de la folie et dans la plus pure tradition des écrits de Lovecraft que l'on définit comme l'indicible terreur. Elle est Madame Pickman, celle qui a son mari attaché à sa cheville et qui le bat et pour finalement le buter à coups de hache avec ses tentacules. C'est absolument fabuleux à voir, elle est merveilleuse et on l'adore. Have you been in an accident? Yeah. Et oui, on le sait très peu, mais à la fin du film, un jeune garçon à vélo va aider John Trent à trouver son chemin. Et ce jeune garçon n'est autre que Dark Vador. Et oui, Anakin Skywalker de la prélogie, enfin l'attaque des clones et la revanche des Sith. Et oui, Hayden Christensen, qui va faire son premier film cinéma ici, sa première apparition, parce qu'il avait joué dans les petites séries. Et voilà, il est une sorte de livreur de journaux à vélo. Straight up. Il sera nommé au Golden Globe, il faut le savoir, pour le film de Irwin Winkler, La Maison sur l'océan, et on l'avait vu dans Virgin Suicide de Sofia Coppola avant de se faire haché menu par la plèbe et la critique suite à son jeu d'acteur sur Star Wars. Aujourd'hui, on dit qu'il est très bon et on le veut partout, mais bon, à l'époque, on lui chiait bien sur la gueule, alors que c'était plus George Lucas qui n'avait pas su le mettre en scène. Il s'éloignera des grands écrans et des grands studios, surtout à cause de cela, avant de revenir dans la série sur Disney+, de triste mémoire, Obi-Wan Kenobi. Miss Rosa Palminteri. Word of advice. You want to pull a scam? Et enfin, au début du film, nous avons Peter Jason, un habitué de chez John Carpenter, qui va jouer un fraudeur à l'assurance qui se fait choper par Sam Neill. Good. And this shouldn't come as a surprise. Do you read Sutter Kane? What?
Le disque de la bande originale, édité chez DRG, est impeccable et va nous proposer pas moins de 60 minutes de musique, ce qui à l'époque est quand même plutôt rare. Il n'y a pas beaucoup de thèmes, certes, mis à part le premier, Carpenter préférant créer ici une musique de pure ambiance et complètement déstructurée. Si vous aimez les thèmes, si vous aimez la musique ou vous avez vraiment des mélodies, passez votre chemin. On est dans l'horreur. À écouter bien sûr toute lumière éteinte. De l'aveu même du réalisateur, il compose la musique parce que lui-même n'est pas cher et qu'il est très rapide. Comme sur Body Bags, il va collaborer avec Jim Lang et accueille Dave Davis en son sein. Alors c'est vrai que c'est pas sa meilleure musique pour ceux qui préfèrent les thèmes, vous savez, très carpentériens. Le main theme, le main title, lui est génial, et ses riffs de guitare, il est juste parfait avec les éditions du livre et les machines qui impriment le bouquin. Il est vrai que voilà, il y a quand même des morceaux moi qui restent, comme le gars à la hache qui arrive avec cette musique en mode Terminator. Vous avez plein de petits thèmes très intéressants, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Je veux bien l'entendre. This is not a Sadakain story. This is not reality. Not reality. Not reality. L'antre de la folie est donc la preuve que l'on peut réaliser des films intelligents en respectant le spectateur. Merci beaucoup monsieur, tout en restant une bonne petite série B. On se débrouille comme on peut dans l'artisanat, avec des créatures qui ne sont pas toujours super bien faites, si on y regarde de très près, mais qui errent dans un univers labyrinthique, cauchemardesque et ironique du point de vue de Sam Neill, ce qui nous permet de voir, interpréter et nous emparer de l'histoire. Le film va sortir en plein renouveau de l'horreur, c'est le moment où les screams vont envahir les écrans et qui se foutaient bien gentiment et du genre, qui tapent dans l'ironie et faux coups de gueule, fadasse, et surtout le cinéma d'horreur ou d'épouvante qui n'existe presque plus à l'époque. Bel amalgame de plusieurs scènes de livres ou de films absolus, de grandes références d'œuvres uniques, Big John, notre artisan préféré, finit sa trilogie de l'Apocalypse sur un bang, un grand film, une œuvre unique qui fait peur, parfois avec une ombre, un savoir-faire qui n'existe plus. This is reality. Une parfaite mise en abîme de la réalité, une leçon de cinéma, mais qui, comme d'habitude, en bousculant tous les stéréotypes, restera unique et dont aucun réalisateur après n'essaiera de s'inspirer, ce qui est carrément honteux. Son prochain film, déjà annoncé, sera le remake du Village des damnés, le film de Wolf Ria, dont il dit clairement qu'il a accepté de le réaliser pour payer sa nouvelle maison et sa piscine. Il est clair que Big John arrive au bout de sa carrière, il n'y croit plus. Et pourtant... Voilà, je voulais vous parler bien sûr de l'Antre de la folie. Je sais que plein de gens ici attendaient ça. Je mets bien sûr au film la note absolue de 7 sur 6 parce que c'est un énorme putain de grand film démentiel. Voilà, qui est filmé de main de maître, qui est joué parfaitement, c'est maîtrisé, c'est monté. Voilà, bon, on passe sur les 2-3 petits défauts qu'on pourrait y trouver. Et encore, je ne trouve pas. Voilà, c'est vraiment un grand film, j'espère que vous serez d'accord. J'attends vraiment vos commentaires là-dessus. J'espère que vous aimerez ce film et que certains d'entre vous vont le découvrir, voire le revoir. N'hésitez pas à commenter, on en parle. Abonnez-vous, c'est gratos, la petite cloche. Pouce haut, pouce bas. Je vous dis à très bientôt pour de lourd. Bye bye.